Nicolas Boyer, directeur du pôle technique à la communauté d'agglomération bergeracoise. Donc, à la demande de l'ALEC, je vais vous parler un petit peu de notre expérience. J'espère qu'elle vous sera tous utile. Donc, on avait un projet qui s'appelle l'Aqualude, qui est une piscine. Donc, c'est un centre aquatique, 3 bassins, 25 mètres par 15, un bassin d'apprentissage, un bassin d'activité un peu particulier avec un fond mobile pour aller de l'aquaphobie jusqu'à la plongée et un espace bien-être. Voilà, donc quelque chose d'assez simple. C'est un équipement qui est voué à recevoir 120 à 140 000 usagers par an, beaucoup de scolaires, 50 000 entrées scolaires, et ouvert 343 jours par an. Voilà, c'est pour un peu périmétrer la fonction du bâtiment. Alors, on a fini par faire, vous le verrez, une géothermie. Donc, pour avoir quelques données, on est sur 2 puits écartés de 500 mètres, avec, on y reviendra, je pense, un puits de production et un puits de réinjection, tous les deux à 171 mètres. Une température de prise à 17,4 degrés et un rejet avec 5 degrés de moins. Et une exploitation de cette géothermie, une utilisation de cette géothermie, c'est un peu la particularité, 24 heures sur 24 et 20 mètres cubes par heure en permanence. Car une piscine a la particularité d'avoir besoin d'un apport énergétique, un apport de thermie quasiment en continu. Voilà. Voilà pour le contexte. Alors, la conférence intitulée de A à Z, nous, notre expérience géothermique aujourd'hui, je vais essayer de vous la faire partager sur avant le A. On connaissait pas l'ALEC, on n'avait pas forcément une grande culture sur cette petite collectivité de la géothermie. Néanmoins, on avait un contexte local avec des forages profonds anciens, essentiellement des forages profonds anciens des années 60, agricoles, très proches du projet, dont on avait connaissance. Un lycée en centre-ville récent qui utilisait de la géothermie, alors peut-être pas tout à fait les mêmes systèmes que nous, mais de la géothermie. On savait qu'on avait un projet énergivore que l'on souhaitait raisonner, donc on a fait un choix de marché global de performance énergétique. Donc ça, c'est un peu particulier, mais c'est intéressant quand même sous l'approche énergétique. Et puis, on savait aussi qu'une piscine, c'est un besoin constant d'énergie, c'est un projet dont l'assiette financière permet quand même de faire quelques pré-études ou études. C'est pas toujours le cas sur de plus petits projets. Et on savait aussi que pour être raisonné en énergie sur ce type de bâtiment, il nous fallait un mix énergétique. Et donc, parmi le mix énergétique, la boîte à outils des énergies, la géothermie était déjà dans notre inconscient, j'allais dire, ou en tout cas dans nos intuitions. Voilà. Alors, c'est devenu une intention, je pense que c'est d'abord devenu une intention technique, et on a pris un risque que je vous engage tous, porteurs de projet, à ne pas prendre. C'est partir de rien, c'est un gros risque. Voilà, c'est un vrai risque. Ça s'est bien fini, cette histoire. C'est très bien fini, cette histoire, mais aussi un petit peu avec beaucoup d'énergie, mais aussi avec beaucoup de chance. Voilà. Donc, notre démarche à nous était assez simple, c'est qu'au départ, on avait un partenaire institutionnel qu'on connaît tous dans nos territoires, qui est l'ADEME, voilà, qui est un vrai pôle ressources, et avec qui on a pu échanger là-dessus. Ils nous ont guidés, alors, moi, je connaissais pas l'ALEC, donc voilà, ils nous ont guidés vers une étude de faisabilité qui était plutôt une étude d'opportunité, qui était bien trop succincte, maintenant avec le retour d'expérience. Et on avait engagé ça par méconnaissance. Voilà. Ça ne donnait qu'une probabilité assez faible finalement de succès, et ça n'intégrait surtout pas les invariants indispensables lorsqu'on veut travailler sur de la géothermie, donc la capacité thermique, les capacités de débit, les risques de refroidissement de la ressource, extraordinairement important ce point-là, avec le gradient du gisement. Voilà. Donc à ce moment du projet, on a eu beaucoup de doutes décisionnels parce que ça paraissait très très porteur, mais on savait pas trop où on allait, on avait très peu de données, on a fait une étude de faisabilité, d'opportunité, on va dire, qui était pas ce que l'on attendait, et en tout cas qu'il ne faut pas faire, pas comme ça. Il faut la faire, mais pas comme ça. Donc
On a quand même pris la décision, parce qu'on avait un élément protecteur dans la démarche d'intention, qui était le marché global de performance. Donc là, on rejetait le risque quelque part un petit peu sur le groupement constructeur, concepteur-constructeur. Et donc, ça a mis un coup d'accélérateur. Je pense que si on était parti en construction loi MOP, on n'aurait pas pris la géothermie. En tout cas, pas avec les données qu'on avait au moment où on a lancé le marché. Mais bon, avec le marché global de performance et notre AMO global du projet, on est parti là-dessus. Donc moi, excusez-moi, on reviendra peut-être sur le slide précédent, Madame Mel, s'il vous plaît. Je voudrais juste préciser à l'ensemble des interlocuteurs pour ceux qui sont dans mon cas, c'est-à-dire qui représentent des élus qui ont des projets sur des territoires. Cette conférence est une chance parce que je me dis que si en 2016 j'avais eu droit à cette conférence, si je l'avais connue, ben, j'aurais pas eu le problème principal, nous n'aurions pas eu le problème principal que nous avons eu, qui était le manque d'interlocuteurs très en amont pour la collectivité. Voilà. On a un institutionnel, un partenaire qui est l'ADEME, mais ils sont pas là pour faire à notre place. Et la courroie de transmission entre une intuition et le projet a été assez compliquée et on était un peu dans la méconnaissance. Voilà. Si on peut passer à la suite, s'il vous plaît. Alors la concrétisation de l'intention, bon, je ne vais pas vous raconter l'histoire du projet, mais pour ma part, si je devais repartir sur un projet de cette nature, et les services qui travailleraient dessus, et je conseillerais à nos élus, qui décideraient bien sûr, il faut une confirmation du besoin énergétique par rapport aux fonctions et aux usages du bâtiment. On a un autre projet de même envergure en ce moment, avec une utilisation inverse qui est 15 à 16 jours par an, c'est un centre de congrès. Là, il y a des vraies questions qui se posent autour de la géothermie, ce sont des questions différentes, c'est l'usage. Dans le cas d'une piscine, la géothermie est très adaptée, bien sûr, vous l'aviez compris, avec un besoin régulier et constant. Alors, pourquoi il faut des études préalables performantes? Je vais y revenir. Mais en tout cas, une simple opportunité ou une simple préfaisabilité est insuffisante pour décider. Elle est suffisante pour s'engager vers, mais elle est insuffisante pour décider. Voilà. Alors, contrairement à d'autres terrains techniques, il y a des incertitudes et il y a des vrais calculs. Il y a de la technique pure à mettre en œuvre par le biais d'AMO spécifiques dès le départ. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des spécialistes, à mon avis, dès le départ. Donc, je pense qu'il faut une faisabilité pour passer de l'intention ou de l'intuition à l'intention. Mais ensuite, il faut un AMO avec une faisabilité plus. Il faut assez rapidement, une fois qu'on a vu les opportunités avec l'ALEC, par exemple, ou avec d'autres, BRGM ou autres, il faut assez rapidement passer sur l'hydrogéologue et des études de faisabilité plus, parce qu'il y a besoin de simulation de modèles mathématiques pour imaginer ce qui se passe en sous-sol et pour prendre en compte de façon immédiate les éléments de refroidissement entre le point de prise et le point de réinjection dans le temps. Voilà. Je donne un exemple. Nous, on avait 3 scénarios. Le premier scénario qu'on avait posé sur la base de notre première étude, les 2 puits étaient écartés de 120 mètres. Voilà. Au bout de 8 ans, notre géothermie aurait été inefficace. Donc, il a fallu intégrer dans le projet après le fait qu'on s'écarte de plusieurs centaines de mètres entre les 2 puits. Voilà. Ça, si on l'avait su au départ, c'était beaucoup plus simple. Et la chance dont je parlais tout à l'heure, c'est celle qu'on avait d'avoir du foncier autour qui nous a permis de réaliser ça. Sinon, notre dossier n'était pas pérenne. Voilà. Donc, cette AMO et cette faisabilité assez tôt, cette simulation mathématique notamment, ce passage au calcul, permet de pérenniser l'investissement et de s'assurer qu'on va bien le faire. Voilà. Deuxième chose, pour des questions financières, techniques, foncières, je l'ai dit, et réglementaires, je pense qu'il est important que la maîtrise d'ouvrage intègre cette AMO dès lors que les opportunités sont validées. Parce que, vous l'avez bien compris, si vous êtes engagé, que vous avez signé un marché et que finalement le puits refroidit au bout de 8 ans et que vous l'apprenez qu'après, il va y avoir des conséquences peut-être financières qui sont importantes. Si vous voulez écarter les 2 puits, il y a des conséquences foncières et il y a aussi des conséquences dans la conception même du bâtiment, puisque si votre géothermie marche, vos équipements thermiques, votre pôle thermique sera bien moins conséquent. Voilà. Alors, la géothermie a des conséquences fortes sur le projet thermique.
au-delà des risques que l'on prend si on ne fait pas les études qui vont bien. Donc, on a une réduction et une simplification des ouvrages prévus sans géothermie. Voilà, le système géothermique est un système assez simple à intégrer dans un bâtiment fonctionnel, un bâtiment public ou pas. C'est assez facile, hein, c'est une histoire de radiateur et d'échangeur quelque part, tout simplement. Même si je suis un peu trop vulgarisateur en disant ça, mais c'est assez simple. C'est un apport à la demande, puisqu'on a quand même un pompage, donc on arrive quand même à faire de la régulation. Techniquement, il s'agissant d'un apport de thermie, l'adaptation est simple. Nous, on a imaginé un bâtiment avec énergétique, un circuit primaire, et on vient rajouter des thermies dans des circuits primaires qui viennent se redispatcher en secondaire et tertiaire en termes de circuits. Le travail spécialisé de l'AMO, il a un intérêt aussi, c'est avec la conception, parce que force est de constater que c'est un lot complètement inhabituel en construction de bâtiments. Voilà. Des installations géothermiques, c'est un petit peu particulier. Il n'y a pas grand monde qui connaît dans tous les lots qu'on a l'habitude de voir. Donc, c'est une affaire de spécialistes. Et puis, il y a un autre point. Je voudrais attirer votre attention là-dessus, à tous. Du décideur au faiseur, au constructeur, puis aux utilisateurs ou au grand public. La géothermie draine aujourd'hui des représentations assez surprenantes. Et je pense qu'il y a un vrai travail de pédagogie à faire dès le départ, y compris auprès des décideurs. Pour certains, la géothermie, c'est l'Islande. Pour d'autres, c'est des volcans. Pour d'autres, c'est des puits de pétrole. On a eu énormément d'attaques sur ce projet parce que les gens pensaient qu'on prenait de l'éocène et qu'on le mettait dans la piscine chaud. Voilà, que l'eau de la piscine, c'était l'eau de la géothermie. Voilà, il y a beaucoup de représentations, il y a beaucoup de fantasmagories autour de ce sous-sol. Donc, je vous engage tous à avoir une forme de pédagogie, de vulgarisation autour de la géothermie si vous vous lancez dans un projet dans votre territoire. Voilà. Enfin, il y a quelques autorisations administratives, hein, il faut être assez prudent. Et ce sont des points qui sont à intégrer en amont, alors même qu'on n'a pas encore lancé de marché, pour être sûr qu'on aura l'autorisation, par exemple. Merci. Donc voilà, moi j'interviens en ce sens. Une opportunité avec des gens comme l'ALEC ou j'allais dire une toile de fond, un partenaire initial important, puis le passage à un AMO géothermie, donc garant technique, pilote des interventions, car le maître d'œuvre et les autres intervenants, je l'ai dit, ne maîtrisent pas ces techniques si particulières. J'ai tendance à dire que l'AMO géothermicien, est quasiment un contrôleur technique du prestataire. Il fait à peu près tout, parce que on est dans des techniques quand même assez spéciales. Et il assure une interface importante avec le pôle thermique du projet, puisque cet apport thermique, il dépend du jour où on fait les forages, parce que les simulations mathématiques sont une chose, mais la réalité du résultat du forage est parfois un petit peu différente. Et donc, il faut réadapter le système thermique en cours de route parfois. Je tiens quand même à dire que les simulations mathématiques sont d'une précision assez impressionnante, puisque sur Bergerac, en tout cas, on a obtenu exactement ce qui était prévu. Mais j'imagine que c'est pas non plus toujours le cas. Le sous-sol peut réserver quelques surprises. Alors, dernier point, je vous ai fait un petit tableau. Alors, il vaut ce qu'il vaut, mais vous avez en gris ce qu'on a fait. Et puis, je vous ai mis à droite en rouge ce qui, à mon avis, serait mieux de faire. Donc, une étude d'opportunité importante, voilà, avec l'ALEC, par exemple, mais pas que. Et au lieu de faire une étude d'opportunité un peu tardive, faire une AMO faisabilité en 2 temps. Votre AMO technique géothermicien, il peut intervenir sur la faisabilité et il peut intervenir après sur le suivi. Donc, on peut séparer vous le voyez dans le tableau, on peut séparer ces 2 éléments. Attention, la décision de faire ne peut pas intervenir au niveau de l'opportunité. Elle ne peut venir qu'après les simulations mathématiques, par exemple. Voilà. Et un point important, je vous ai mis un flash jaune. Au moment des premiers forages, donc dans un projet, il faut penser à les faire assez tôt, ces forages. Même s'ils sont écartés du bâtiment, faites-les faire assez tôt. Car la vérification des températures, des profondeurs, des débits, des quantités d'eau, donc des thermies disponibles,
peuvent, je vous l'ai dit tout à l'heure, venir modifier un petit peu les conceptions bâtimentaires. Voilà. Bonjour à tous. Moi, c'est la toute première fois, malgré le fait que j'ai croisé pas mal d'installations géothermiques sur mon territoire, que j'entends parler de ces variations donc possibles, des refroidissements de la ressource, des choses comme ça. Est-ce qu'il y aurait moyen, est-ce que vous avez, vous qui avez un petit peu plus d'expérience, je sais pas, des documents, des choses qui pourraient déjà me renseigner, ou alors des personnes qui pourraient justement venir vérifier, parce que j'ai des cas d'installation géothermique qui brusquement, au niveau des années, ont perdu en efficacité, où j'ai pratiquement le double de la consommation initiale euh, lors de l'installation. En 2014, on avait une petite consommation et aujourd'hui, on a une très grosse consommation. Est-ce que ça pourrait être dû à ce genre de choses? Je ne pense pas que ça ait été pris en compte. Il n'y avait pas d'AMO faisabilité plus. Donc, voilà, si je peux avoir un petit peu plus d'éclairage là-dessus, parce que je pense que ça peut du coup venir de là. Ok, merci. Je ne sais pas si Bruno Marceau est disponible pour répondre. Oui, je suis disponible, Camille. Oui. D'accord. Effectivement, sur une installation de géothermie sur nappe, donc là on parle de géothermie sur nappe, pas de géothermie sur sonde, on puise de l'eau dans la nappe à partir d'un forage et on la réinjecte dans un second forage, refroidi ou réchauffé, selon qu'on fait du chaud et du froid. Et cet impact en termes de température peut se propager jusqu'au puits préleveur et faire varier sa température. Et du coup, on peut avoir, par exemple, si on fait du chaud, la température du puits qui diminue avec le temps, si cette eau revient trop vite. Et les simulations mathématiques dont parlait M. Boyer, c'est justement de modéliser l'écoulement de la nappe, de bien positionner les puits par rapport à l'écoulement de la nappe pour minimiser cet effet-là qu'on appelle le temps de percée. C'est le temps à partir duquel l'eau froide réinjectée revient au forage producteur. Et tout l'intérêt de ces modélisations, de ces calculs, c'est de déterminer les écartements entre forages en fonction des caractéristiques de la nappe qui peuvent varier entre ce qu'on imagine d'après la bibliographie et la réalité qu'on a au moment de réalisation des travaux. Donc ces calculs peuvent être refaits ultérieurement une fois qu'on a commencé à faire les forages pour affiner le projet et modifier éventuellement certaines composantes. Merci. Madame Chounier? Oui, bonjour, je peux peut-être apporter juste un complément parce que là, Léo Matas parlait de forages existants. Donc là, en fait, c'est un peu tard. Effectivement, on aurait pu sans doute regarder en amont. C'est un peu tard pour changer et faire en sorte que la percée n'arrive pas, mais il y a d'autres solutions. Et en particulier, il y a de plus en plus de couplage avec d'autres énergies renouvelables comme le solaire thermique. Et donc, enfin voilà, même sur des cas qui malheureusement n'ont pas été designés aussi bien que le cas optimal, il y a encore quand même des options pour permettre à la ressource de se recharger. Donc voilà, c'était juste pour apporter cet éclairage. Ok, merci. Monsieur Boyer, oui, allez-y. Oui, alors je ne veux pas faire offense à Monsieur Marceau, parce que j'ai tendance à dire qu'il nous a beaucoup appris, pour pas dire tout. Mais peut-être aussi que la personne qui a le problème a des problèmes d'entretien de ses puits, de colmatage de ses puits ou des dispositifs techniques eux-mêmes. Voilà, il y a peut-être cette raison-là aussi à l'arrêt brutal de son fonctionnement. Voilà, c'est M. Marceau le spécialiste, mais je le dis quand même, voilà, à partir du moment où Tout à fait, vous avez raison. Au-delà de cet aspect conception, il y a le fonctionnement des ouvrages dans le temps, avec les risques éventuels de colmatage ou de modification des niveaux d'eau. Donc ces choses-là, effectivement, c'est la phase exploitation et ça doit être surveillé. Et aujourd'hui, on a des solutions techniques pour éventuellement réparer ces dégâts éventuels ou les anticiper. Ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous pouvez profiter encore de 2 minutes de questions. Oui. Je peux prendre la parole? Oui, allez-y. Oui, je voulais m'adresser à Monsieur Marceau, que je respecte beaucoup et j'aime beaucoup ce qu'il fait pour Antea. Et justement, vous avez parlé des solutions qui pouvaient être apportées.
Moi, c'est plus par curiosité. Est-ce que vous pourriez m'envoyer quelques éléments de bibliographie concernant des solutions qu'on pourrait apporter à, par exemple, des forages de réinjection qui ont été mal positionnés. C'est vrai que le problème de Monsieur Mata est assez gênant et au final, tout part de l'étude de préfaisabilité qui a certainement été mal réalisée. Et donc, s'il y a des possibilités pour en quelque sorte gommer un peu ces défauts, notamment en termes de temps de percée ou de taux de recyclage, ça m'intéresserait beaucoup que Monsieur Marceau me fournisse de la bibliographie à ce sujet. Merci. Oui, pas de souci, je vous enverrai des choses. Très bien, merci beaucoup. Ok. Et Monsieur Giton? Oui, bonjour. Donc moi, le retour d'expérience de Monsieur Boyer est super intéressant puisque à la ville de Pessac, là, on a justement un projet quasiment équivalent d'un nouveau centre aquatique pour lequel on a fait une étude d'opportunité d'approvisionnement ENR qui a révélé un scénario géothermique très intéressant. Politiquement, c'est aussi une solution qui est très portée. Et du coup, justement, on est exactement à cette phase clé de rentrer dans le marché global de performance et exactement de la même façon. Et du coup, l'approche que nous, on pensait avoir, c'était justement de faire porter la faisabilité et l'approfondissement du gisement, de l'étude du gisement par le groupement. Et du coup, je voulais savoir justement si justement c'était la prise de risque était trop importante, puisque en fait concrètement on voulait faire porter le risque par ce marché-là, ou si dans tous les cas il fallait vraiment à tout prix réaliser par une AMO l'étude de faisabilité avant, quitte après à déclencher une deuxième phase d'accompagnement pour l'étude des travaux et le suivi des performances. Alors, en préalable, j'ai tendance à dire, n'hésitez pas en off, en parallèle à Pessac à me contacter si vous voulez si vous êtes sur le même niveau, parce que ça va être peut-être un peu long, mais faut pas oublier une chose, c'est que le marché global de performance énergétique, il a un objectif, c'est la performance énergétique. Et que tout marché global de performance s'appuie d'abord sur un programme. Donc on va réfléchir à l'inverse. Imaginons que la géothermie que vous avez peut-être trop peu décrite ou très peu décrite ne fonctionne pas. Ne fonctionne pas. Et vous avez imposé à un groupement quelque chose dont ils arriveront à prouver que ça ne fonctionne pas, puisque c'est physique, c'est pas humain. Donc il y a des données physiques. Et là, l'histoire de la simulation mathématique se retournerait contre vous, puisque dès lors, ils auraient en main la preuve que ça ne peut pas fonctionner. Et alors là, je pense, et je suis pas politique moi, donc ça tombe très bien, ça n'arrivera pas, mais je pense que c'est une catastrophe, parce que vous l'avez dit politiquement, mais c'est une catastrophe technique, c'est-à-dire que vous allez avoir un centre aquatique pour lequel vous voulez un mix énergétique et une forme malgré tout de virtuosité énergétique, ce qui est logique, et vous assurez le fait que ça ne marche pas. Donc ça se retourne contre vous quelque part. Donc moi, je pense très sincèrement que l'opportunité, elle est faite. Vous avez de la chance. Nous, on l'avait pas forcément abordé comme ça. Et c'est très bien, je vous en félicite, bravo. Mais je ne sais pas s'il vous faut pas faire ce que j'appelle l'AMO faisabilité plus. Et de toute façon, en suivi de MGPE sur ces thématiques extrêmement spécifiques, il vous faudra un AMO étude et suivi. Bon, ça, c'est un autre sujet plus tard de technicien. Voilà. Moi, je crois, et je vous le dis, nous, on est passé de 150 ou 167 mètres de mémoire d'écartement à 500 mètres parce qu'on avait du foncier. Mais si on n'avait pas eu de foncier sans cette étude, on ne faisait pas de géothermie. Et le MGPE lui-même n'avait plus lieu d'être. Donc, se posait même la question de la légalité du MGPE. Voilà, ben je vais un peu loin, hein. Moi je me suis fait peur, alors peut-être, voilà, mais je suis prêt, Monsieur Giton, à échanger avec vous plus précisément si vous souhaitez. Ok, super, merci beaucoup.
Un plaisir. Ok. Juste, pardon, Pierre Veillard, Serre Métiers d'Ouest, j'interviendrai un peu plus tard, mais je me permets juste de réagir sur cette dernière remarque très intéressante. Je suis tout à fait d'accord sur le fait que l'étude de faisabilité, il faut qu'elle soit faite le plus tôt possible et le plus précisément possible. J'en reparlerai d'ailleurs dans ma présentation juste après. Par contre, juste pour apporter un petit bémol, le MPGP, il peut prévoir des conditions d'assurance, justement. C'est-à-dire que c'est pas parce que le constat sera qu'il y a une problématique technique liée au sol ou à la nappe que votre MPGP va tomber. Vous pouvez avoir prévu les conditions de rebondir sur une solution de repli, par exemple, d'avoir des conditions de sortie avec une assurance dédiée. Voilà, donc voilà la précision que je voulais vous faire. Complètement, mais s'assurer, c'est financer le risque. Donc, il y a un surcoût. Mal définir un besoin, c'est s'assurer d'une efficience réduite. Et surtout, si dans 8 ans, votre puits se refroidit, que le MGPE, il est terminé depuis longtemps et que vous ne produisez plus d'énergie par le MGPE, par la géothermie, pardon, j'aime à dire que l'action politique sur ce coup-là, elle s'est un peu fourvoyée, quoi. Parce que si on repart au gaz ou à l'électricité ou même au solaire thermique, alors même qu'on a investi 500 000 €, alors 300 000 € déduction faite de la géothermie, de l'ADEME, il y a un petit souci, c'est que l'objectif de tout ça, c'est pas de faire de la géothermie, c'est de produire de l'énergie renouvelable. Voilà, c'est pas une polémique, mais je crois qu'il faut faire attention avec les MGP, il faut quand même cadrer un peu les choses, quoi. Et c'est pas très cher cette faisabilité plus, et vous vous assurez d'une réussite, quoi. Enfin, voilà, je me permets de le dire. Vous avez raison. D'accord, merci.